Fraternelle et patriotique salutations à toutes et à tous. Chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, je reviens encore autour de cette question du Rwanda et les réfugiés du monde. Oui, j'utilise le terme réfugié parce que je pense que toute personne qui quitte chez soi, qui quitte son village, sa ville, son pays, et qui va chercher justement la protection ailleurs, ou qui va chercher le bien-être ailleurs, est un réfugié. C'est un réfugié parce que dans ces mots réfugiés, il y a les substantifs refuge. Donc le fait d'aller chercher protection, d'aller chercher le mieux ailleurs que chez soi. Ce n'est que lorsqu'on arrive dans ces pays qu'il y a tout un parcours administratif, qu'il y a tout un arsenal juridique qui fait la distinction, les distinguos entre justement le demandeur d'asile, le réfugié et le migrant, les immigrés, tout ça n'a pas d'importance. Mais c'est que toute personne qui part de chez soi pour aller chercher justement le mieux ailleurs, la protection ailleurs au nom de plusieurs raisons, ça pourrait être des catastrophes naturelles, ça pourrait être des raisons politiques, ça pourrait être n'importe quelle raison, est un réfugié. Donc je parlerai de réfugiés, j'utiliserai le terme réfugié pour toutes ces personnes qui sont parties et qui sont en Grande-Bretagne. Qu'ils soient rentrés légalement ou illégalement, je pense que toute personne qui est en fuite et qui cherche sa survie ou sa protection ne peut que sortir de son pays et rentrer de l'autre côté de façon illégale. D'ailleurs, c'est ça qui constitue même le socle de ce qu'en est l'esprit et la lettre de la Convention de Genève de 1951 relatif à la question justement de la demande d'asile politique. Donc, là, je pense que nous nous sommes mis d'accord. On parlera de réfugiés, de ces personnes qui sont parties de chez eux pour aller chercher la protection et le mieux ailleurs. La question de la signature du protocole d'accord entre le Rwanda et le gouvernement britannique. Essayons d'aller plus loin. Qui est derrière tout ça? C'est la communauté internationale. De quoi est composée la communauté internationale? C'est une communauté humaine anglo-saxonne qui s'est internationalisée, qui s'est retrouvée dans tout le continent. Alors nous allons examiner la petite communauté nationale anglo-saxonne, comment est-ce qu'elle est devenue la communauté internationale. C'est en allant en Australie, d'où la reine d'Angleterre a financé une minorité des anglo-saxons. Sa communauté à elle, pour étendre son hégémonie, est allée en Australie, massacrant les peuples autochtones, massacrant les autochtones noirs qu'on appelle les aborigènes et les ont ravis de tout. C'est là d'ailleurs qu'on doit parler du grand remplacement. Parce que c'est ce qu'a fait justement cette minorité financée par la couronne d'Angleterre. On voit la même communauté pour s'étendre et devenir internationale est partie encore une fois en Amérique. En Amérique où cette communauté a exterminé carrément si j'ose dire, toutes les populations autochtones, les Indiens d'Amérique, et formant ce qui est devenu d'un côté le Canada, un pays d'ailleurs sous la coupole de la couronne d'Angleterre, et qui fait partie jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas, du Commonwealth, et de l'autre côté, plus haut, les États-Unis d'Amérique. D'où la même communauté nationale anglo-saxonne s'est justement agrandi en allant dans différents continents pour créer cette communauté internationale, afin de dicter des règles et de diriger le monde. Et ils sont allés en Amérique, exterminant les Indiens d'Amérique, exterminant toutes ces populations et créant ce qui est devenu les États-Unis d'Amérique. Je vous emmène dans un endroit totalement improbable. La réserve indienne de Pine Ridge. C'est l'endroit des États-Unis le plus pauvre de tout le pays. C'est l'endroit où les gens meurent à 55 ans en moyenne. C'est l'endroit où il n'y a pas d'eau potable. C'est l'endroit où il n'y a pas de collecte de déchets. Et donc c'est un endroit qui est sans doute l'un des plus pauvres au monde et qui se trouve dans la première puissance au monde, puissance mondiale, c'est les États-Unis. Et donc je me suis dit on va y aller. Et on a pris la route. C'est très bizarre d'aller vers Pine Ridge parce que on roule dans des plaines gigantesques. Il y a rien et on se rend compte que plus on approche, plus les routes deviennent compliquées et après il y a même plus de routes. C'est des espèces de chemins de terre. Et donc on a vraiment une population qui est reclue, qui est loin de tout. Et puis on arrive à Pine Ridge. Alors déjà sur le trajet, tout le monde nous dit n'y allez pas. Ils sont un peu considérés, les Indiens d'Amérique, comme on dirait ici, parfois comme on peut considérer avec, je trouve, une mauvaise image, les gitans. Et donc on dit n'y allez pas, c'est dangereux. Et on s'est retrouvé à Pine Ridge. Et effectivement, j'ai rarement vu dans ma vie, pourtant vous le savez, j'ai beaucoup voyagé, d'endroits avec une telle désolation. 85% de chômage. Des personnes qui vivent dans une situation sanitaire désastreuse. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de rencontres
Et il y a un fléau, et c'est marrant parce que ça fait partie aussi de l'imaginaire qu'on avait, c'est qu'on avait l'impression qu'à l'époque on avait mis les Indiens dans des réserves et qu'on leur donnait de l'alcool pour qu'ils restent calmes et qu'ils arrêtent de se... Eh ben, c'est encore le cas aujourd'hui. Cette même communauté minoritaire anglo-saxonne est allée en Afrique du Sud, massacrant toutes les populations autochtones, créant un État justement au détriment de peuples africains autochtones de l'Afrique du Sud. Cet État qui est devenu, après la lutte de nos compatriotes africains, est devenu ce qu'on a appelé un État privilégiant le système d'apartheid, la séparation entre le blanc et le noir. D'ailleurs, c'est le cas en Australie, d'où il y a la séparation entre le blanc et le noir, d'où tout est réservé à l'autre communauté minorité anglo-saxonne. C'est d'ailleurs le cas aussi aux États-Unis d'Amérique, où on parle du terme qui est connu par tout le monde, c'est-à-dire de la discrimination raciale. Donc voilà ce qu'en est justement l'approche de cette communauté nationale, minoritaire, anglo-saxonne, qui est devenue la communauté internationale, qui s'est répandue partout au monde, justement, faisant asseoir sa terreur, faisant asseoir justement sa barbarie et sa violence partout, dirigeant des peuples contre leur gré, à leur détriment, s'accaparant de toutes les richesses et de toutes les ressources. Cette même communauté, je disais, est allée en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, vous savez, les crimes ô combien odieux opérés là-bas. Il y a 3 institutions qui ont été utilisées, notamment, je dirais, l'hôpital, d'où ont été administrées des maladies, de l'impuissance sexuelle, de l'incapacité de se reproduire chez des peuples, chez des hommes, chez des femmes. L'église, où a été lobotomisée tout un peuple avec une doctrine justement anglicane et anglo-saxon du christianisme, où il fallait rendre docile justement le peuple autochtone. Et puis il y a l'école, lieu de la lobotomisation et de l'aliénation par excellence. D'ailleurs, l'Afrique du Sud, lorsqu'elle a compris cette approche, vous vous rappelez 1977, avec ces mouvements de masse qui a obligé à ce que dans toutes les écoles, soit que la langue afrikaans ne soit pas enseignée, ni même l'anglais, il fallait enseigner soit dans les langues sud-africaines ou en anglais, mais pas l'afrikaans. Et c'est de cette manière aussi qu'ils ont lutté pour revaloriser justement la médecine des tradis patriciens, la médecine traditionnelle, qui a permis justement à traiter la maladie du sida inoculée par justement cet hôpital destructeur en Afrique du Sud. Et pareil pour l'école, je le disais, et pareil justement pour la religion, d'où la spiritualité zoulou et sud-africaine de part et d'autre avait repris ses couleurs datant, justement parce qu'il fallait faire opposition à cette minorité. Mes chers amis, nous avons essayé de passer en long et en large cette minorité. Cette minorité, d'ailleurs, la reine d'Angleterre a financé, rappelez-vous encore, l'épopée, ou si vous voulez, la mission de David Livingstone, de Sir David Livingstone et d'Harry Morton Stanley, qui a récompensé la couronne d'Angleterre en découvrant le Congo. Le Congo qui, en soi, est une propriété coloniale, si l'on veut dire ainsi, de la couronne d'Angleterre et la couronne de la Hollande. Mais ces 2 couronnes avaient jugé un bon moment de donner à leur cousin germain, c'est-à-dire le roi de Belge, la responsabilité justement de la gestion du Congo, dont il était le gestionnaire. D'ailleurs, les crimes opérés et perpétrés par le roi Léopold pour la première fois qu'un occidental avait décidé d'en parler, c'était un Anglais pour tirer l'attention de la couronne britannique. Donc on voit aisément que la couronne d'Angleterre finance une minorité qui doit s'étendre justement à la communauté anglo-saxonne et devenir une communauté internationale. Alors, il faut chercher des alliés. On bombarde justement Nagasaki et Hiroshima, l'arme nucléaire, la bombe atomique, pour dire au peuple japonais, si vous ne vous alliez pas à nous, vous serez exterminés. Ils vont détruire l'Europe avec leur guerre qu'ils ont créée eux-mêmes et financer avec le plan Marshall pour dire aux Européens, vous restez soumis à nous autres. Donc, tous ceux qui ont accepté la soumission font partie de cette soi-disant communauté internationale. On voit aisément même quand la Russie dit non, c'est toujours la Russie qui est exclue. Alors, malgré sa puissance, malgré son industrialisation, la Russie est de temps en temps écartée du G8, qui devient souvent du G7, écartée parfois des différents sommets internationaux, parce que justement, elle refuse de se soumettre à cette communauté anglo-saxonne, je précise, qui est devenue justement une communauté qui s'est internationalisée. C'est comme si un mouvement panafricain commence à s'internationaliser, mais c'est un mouvement qui a un noyau, qui, comme l'UDC Unité, Dignité, Courage, qui a un noyau africain, afro-descendant, et qui commence justement à prendre de l'envol. C'est comme un militant politique ou un activiste qui commence au niveau local, au niveau panafricain, et qui s'étend internationalement ou mondialement connu. Donc voilà ce qu'en est la démarche entreprise par cette communauté
dite internationale, donc la communauté anglo-saxonne qui s'est internationalisée. Alors, nous allons voir à peu près maintenant comment cette communauté a-t-elle soutenu d'autres puissances et d'autres forces. Pour être un État, c'est connu de tout le monde. Il faut sécuriser ses frontières, il faut sécuriser ses concitoyens, il faut sécuriser donc les biens et les personnes. L'État d'Israël n'a pas fait mine de cette réalité parce que l'État d'Israël, on le sait, a été à un moment donné financé et créé par la couronne d'Angleterre. C'est la couronne d'Angleterre qui a formé la première police, la première gendarmerie et la première armée israélite qui a donné naissance à l'État d'Israël. Parce qu'il fallait donner une unité capable de sécuriser les territoires, les frontières, capable de sécuriser les biens et les personnes. Donc la couronne d'Angleterre a financé la première police, la première gendarmerie et la première armée qui a été le socle pour la naissance et le fondement de l'État d'Israël, dont les crimes perpétrés en Palestine est connu de tous. D'abord, le premier des crimes, c'est la spécialité de la couronne d'Angleterre, aller chercher des terres d'ici et là, ravir ces terres-là et prendre ces terres justement au bénéfice des populations que la couronne estime des populations ayant droit justement. L'opération qui a été faite avec Israël, d'où une minorité devrait gouverner au sein d'une majorité palestinienne, est reprise au Rwanda, comme je l'ai cité avec d'autres minorités d'ici et là. Mais il est difficile justement d'instaurer une minorité dans un pays où la majorité ethnique est composée d'autres populations pour gouverner. La conséquence, on verra, soit c'est l'apartheid, soit la discrimination, soit ce qui a été imposé au peuple palestinien vivant dans le territoire qui est devenu l'État d'Israël, c'est-à-dire le refuge et l'exil obligé. Ces populations ont été chassées de la Palestine. Ils sont aujourd'hui des exilés, des réfugiés politiques. Parce que justement, il fallait créer l'équilibre du nombre permettant à la minorité israélite mise en place sur ces terrains-là, sur ces portions du territoire palestinien, de pouvoir gouverner et régner avec des populations israélites. Donc il faut écarter la majorité des Palestiniens, les chasser de ces territoires. On le voit aujourd'hui avec ce qui a été fait au Rwanda. Qui a formé la première milice, la première entité terroriste qui est devenue une armée criminelle? C'est la couronne d'Angleterre qui a formé le FPR, les Fonds patriotiques rwandais, par l'entremise du poulain anglais, du poulain de la couronne d'Angleterre, des anglo-saxons, Yoweri Museveni, soutenu par les anglo-saxons américains et justement anglais, et qui, à son tour, a forgé justement cette unité terroriste, notamment le FPR, les Fonds patriotiques rwandais. Donc c'est encore une minorité. Comme d'habitude, la Belgique, le cousin germain justement de la couronne d'Angleterre et de la Hollande, a été désigné pour faire le sale boulot. Rappelez-vous, lorsque la Belgique était encore au Rwanda et au Burundi, même au Congo, la Belgique a instauré une idée ô combien machiavélique, qui consistait à faire de la race Tutsi comme étant une race supérieure par rapport aux Hutus. Compte tenu de leur morphologie physique, ils ont réussi à faire croire la supériorité de la race Tutsi sur le Hutu. D'ailleurs, tout au long de la période coloniale, tout ce qui était poste d'administration ou poste justement politique était réservé aux Tutsis et tout le reste était aux Hutus. Ils ont installé justement les germes des conflits en partant de cette philosophie développée justement par la supériorité des races chères aux anglo-saxonnes qui se considèrent justement supérieures par rapport aux autres populations blanches. Donc, cette réalité que l'on voit de la minorité qui doit gouverner une majorité a été encore utilisée par la Grande-Bretagne pour justement le peuple rwandais. Donc il y a une minorité, d'abord Tutsi, et une minorité dans une minorité, parce que la philosophie des Kagame n'est pas aussi majoritaire chez tous les Tutsis. Donc il y a juste une portion, c'est comme l'Allemagne, la population allemande et le groupe nazi. Et parmi les nazis, il y avait encore de plus radicaux. Donc on voit aisément la nazification justement du Rwanda avec une minorité Tutsi qui doit gouverner sur la majorité Hutu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont progressivement installé une domination politique, d'où les Tutsis s'accaparent de tous les postes avec quelques collabos, comme on le sait partout, étiquettes venant de Hutu, mais qui en réalité ne contrôlent rien. Ils ont exporté cette réalité en République démocratique du Congo, imposant justement la logique d'une minorité Tutsi qui contrôle aujourd'hui toutes les instances dirigeantes, tout ce qui est armée, police, services de renseignement, on trouve dans des postes secrets, c'est tout. Dans l'administration d'ici et là, même justement, il y a eu un moment au sommet des politiques du pouvoir de l'État congolais. Donc, la signature de ces protocoles d'accord entre
justement la Grande-Bretagne et le Rwanda, en dit long. Ce qui est curieux, lorsque les réfugiés quittent l'Ukraine, on voit qu'on a privilégié les femmes et les enfants. Ce sont des populations, des catégories de populations considérées comme fragiles et exposées. Mais le Rwanda refuse que les réfugiés qui viendront chez eux, c'est-à-dire les personnes rentrées illégalement, comme je l'ai dit, j'ai déjà défini les termes, en Grande-Bretagne, et qui seront justement déportés dans la spécialité des anglo-saxons de faire des déportations de populations, déporter ces populations-là vers le Rwanda exige qu'il n'y aura ni femmes ni enfants, que des hommes. Pourquoi alors? Pourquoi pas des femmes, pas des enfants, que des hommes? Des hommes valides, sûrement, des hommes qui vont créer des situations d'insécurité et d'instabilité au Congo. Revenons sur une chose. Le Rwanda en tant que pays, avec 800 000 ou 1 million et quelques mille, ou je ne sais pas, 8 millions d'habitants, est incapable d'offrir un espace vital à sa population. D'ailleurs, c'est le but ou le début du conflit avec la République démocratique du Congo, d'où le Rwanda cherche à révisiter les frontières internationales, à la spécialité toujours des anglo-saxons, avec leur bénédiction, de révisiter les frontières internationales. Rappelez-vous, les anglo-saxons l'ont fait en Égypte avec le canal de Suez, cherchant justement à répandre le canal de Suez aux mains de l'Égypte. La guerre, tout le monde s'en souviendra, la guerre de Yom Kippour en 1973 et les guerres qui ont opposé les pays arabes, la guerre des 6 jours, les pays arabes derrière l'Égypte contre l'État d'Israël. Mais la réalité qui est cachée, c'est quoi? C'est que les anglo-saxons n'ont pas caché leur ambition déterminée d'avoir une partie de la République démocratique du Congo. Toute la province de Kivu. Parce que selon les anglo-saxons, rappelez-vous, pour eux, les climats, les temps, les richesses et la position géostratégique de la République démocratique du Congo et du Kivu, sûrement leur permettra de créer un pays de leurs rêves, un pays qu'ils ont imaginé. Parce que on s'en souviendra qu'en 1970 et entre 1970 et 80, il y a eu une thèse qui a été développée que la terre du roi Salomon se retrouverait justement en République démocratique du Congo, dans les zones frontalières avec l'Ouganda et le Rwanda. Tout le monde s'en souviendra que les travaux scientifiques du professeur Cheikh Anta Diop ramènent le berceau de la civilisation noire et africaine, de la civilisation de l'humanité tout entière, vers le berceau du Grand Lac, c'est-à-dire entre Tanzanie, Rwanda, Ouganda, Burundi, République démocratique du Congo. Et c'est là que sont partis ces ancêtres bâtisseurs qui sont montés pour aller bâtir l'Égypte antique. Donc, à la recherche des fossiles, à la recherche de preuves, à la recherche des richesses, à la recherche des énergies, à la recherche des potentialités, à la recherche de tout ce qui peut leur permettre justement d'étendre leur puissance et de régner ad vitam aeternam, cette minorité anglo-saxonne qui traîne le monde avec un ordre qui aujourd'hui a fait asseoir l'injustice, les inégalités, les destructions de peuples, l'exploitation de peuples, dans une logique vertigineuse qu'on ne peut même mesurer les conséquences de ces 500 ans de domination de la minorité anglo-saxonne, entraînant avec elle toute la communauté européenne et occidentale. On voit aisément les dangers. Ils veulent récupérer cette partie de la République démocratique du Congo. Ils veulent prendre la main sur ces terres. Ils veulent que les Kivu deviennent un pays à part entière. Iber Védrine disait qu'il faut 2 républiques, une pour les Tutsis, une pour le Hutu. Et la République des Hutus devait être basée en République démocratique du Congo. En 2001, les Marines américains sont arrivés en République démocratique du Congo avec l'idée de s'installer, près de 5 000 à 6 000 Marines américains, avec l'idée de s'installer justement en République démocratique du Congo au Kivu. Et ce qui les ont empêchés d'accomplir leur dessein macabre, c'était justement le souffle du volcan Nyiragongo qui avait tout ramassé, justement, et les tanks et l'ensemble du matériel militaire américain. Ces choses-là n'ont jamais été diffusées, on n'en a jamais parlé. Voilà les réalités. Tout le monde s'en souviendra à l'époque où le maréchal Mobutu régnait encore en République démocratique du Congo, alors les Zaïre de l'époque. Il y a eu un occidental qui est allé au Kivu et qui a proclamé la République indépendante du Kivu et il s'est proclamé président de la République. Toute la presse occidentale et anglo-saxonne avait couvert cet événement, le consacrant comme étant un homme courageux, salutaire. Dans quel pays au monde on peut accepter une telle bêtise? Que quelqu'un vienne dans une partie de l'Europe, s'autoproclame président de la République et qu'il soit couvert par tous les médias du monde. Mais cela a été vécu au Zaïre. Cherchez les informations. Le nom de l'individu fou m'échappe. C'est ce monsieur qui est venu, qui s'est déclaré président de la République autonome de Kivu et qui a été acclamé par toute la presse occidentale et anglo-saxonne. Donc on voit aisément la volonté aujourd'hui affichée des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne
et surtout de l'Angleterre et des Anglo-Saxons de prendre une partie de nos territoires. Parce que ça ne vous étonne pas, c'est une spécialité de cette communauté. Je vous ai montré en Australie, je vous ai montré en Afrique du Sud, je vous ai montré même au Congo, parce qu'ils étaient là, NIT était la résistance de nos vaillants ancêtres. Aujourd'hui, le Congo serait une terre appartenant à la Belgique, à cette minorité anglo-saxonne, parce que la Belgique n'est que gestionnaire justement de la couronne d'Angleterre et de la Hollande. Donc, on le voit aujourd'hui au Ghana, en Namibie, Lesotho, Zambie, où il y a eu de citoyens britanniques, justement, qui se sont déclarés dirigeants de la Rhodésie du Nord et la Rhodésie du Sud. Rappelez-vous du combat héroïque mené par le président Robert Mugabe et par le président Kenneth Kaunda en Zambie et au Zimbabwe. NIT était cette résistance héroïque. Cette partie des terres serait aujourd'hui comme les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire le noir massacré, exterminé et les anglo-saxons dans la gouvernance, dans l'économie, comme ils l'ont fait en Afrique du Sud. Donc il a fallu une résistance. Et aujourd'hui, l'échec du projet de l'Afrique du Sud, qui semble être, selon les décennies qui viennent, toutes les fondations vont s'écrouler. Donc, ils veulent maintenant se rabattre vers un pays où la minorité va gouverner la majorité. Donc, on va créer une minorité des Tutsis qui vont dominer, à qui on va tout remettre, justement, pour aller dans ce sens. Alors, j'aimerais souligner maintenant un aspect en lien direct avec la signature de ces protocoles d'accord. C'est que les anglo-saxons, lorsqu'ils exterminent les populations autochtones, ils font partager à tout le monde leurs crimes, ouvrant le voies et moyens de ce qu'ils appellent la politique d'immigration choisie, comme ils ont fait aux États-Unis. Après avoir massacré les Indiens d'Amérique, ils ont ouvert les portes, ils sont allés chercher le noir ici, les Chinois, les trucs. Aujourd'hui, tout le monde est américain. Donc ces brassages-là leur permettent justement de ne plus être le seul criminel, et de soigner leur image devant le monde, parce que toutes les origines, il y a la diversité. Nous, on est tolérants, on accepte tout le monde. On l'a vu en Australie, ils ont ouvert les portes de l'immigration, d'où ils ont maintenant des populations venues de partout qui se réclament aussi australiens, oubliant que c'est une population autochtone qui était là, qui a été massacrée. Nous l'avons vu justement au Canada, avec la politique d'immigration qu'ils font souvent. Ils ont pris des étendues de terre, ne sachant pas quoi faire avec cette minorité anglo-saxonne. Ils ont aujourd'hui ouvert les portes pour que les blancs, les noirs, les jaunes, tout le monde devienne canadien, afin d'oublier les crimes qui ont été perpétrés. Et nous l'avons vu en Afrique du Sud, lorsqu'ils ont exterminé les populations autochtones noires, ils sont allés chercher les Indiens, ils sont allés chercher les Arabes ici, et aujourd'hui la population sud-africaine semble une population cosmopolite. Au moment où nous parlons, ils ont massacré quasiment tous les chefs des terres, toutes les populations autochtones au Bukavu, parce que le Bukavu est frontalier de Kigali du Rwanda, ouvrant la barrière, ouvrant la voie de Kigali à Goma, parce que c'est Goma qui doit être la capitale. Alors qu'est-ce qu'on fait déjà? Quand vous allez à Goma, ce sont les populations de partout, venues de partout, qui s'achètent des villas, des cités, qui construisent des cités, où même les Congolais ne peuvent pas aller, où même les autochtones ne peuvent plus aller, une sorte d'apartheid. Donc, alors, ils vont armer ces populations-là, ça sera des crimes, et quand vous chercherez à réagir, on parlera de la xénophobie. Voilà, mes chers frères et sœurs, la stratégie qui est mise en place. Donc, le Rwanda, en cherchant maintenant toutes ces populations-là, qu'est-ce que le Rwanda cherche à faire? Le Rwanda cherche à faire la même stratégie des anglo-saxons, afin que le Rwanda devienne un pays cosmopolite. Pas tout le Rwanda, cette partie frontalière avec la République démocratique du Congo doit devenir un pays, un ensemble cosmopolite où il y aura toutes les populations du monde. Comme ça, on dira quoi? Ce ne sont pas les Tutsis ni les Rwandais qui veulent prendre la part de la République démocratique du Congo. C'est l'humanité. De toutes les façons, la terre et le patrimoine de l'humanité, il faut que le Congo ouvre ses portes. Les populations viendront de partout, les Arabes, les Swahiliphones, les ceci, les anglophones, les francophones, et vont vivre dans cette partie très riche de la République démocratique du Congo, piller comme ils l'ont fait, s'armer, créer des groupes armés. D'ailleurs, ce sont les Belges qui sont en train de créer des groupes armés, les Américains et les Français qui financent justement parce que chacun voudra sa part. Les Français ont une partie des territoires, ils ont des imbéciles congolais et rwandais qu'ils financent. Les Belges ont des imbéciles congolais et rwandais qu'ils financent. Et ces gens-là créent des rébellions parlant de mouvements de libération. Comme les anglo-saxons avaient financé autrefois un Congolais à travers Yoweri Museveni, Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, on manipule Tshisekedi. Hier, c'était Joseph Kabila. Donc, le seul qui refuse se voit sont abattus. Mouzé Laurent, Désiré Kabila, Patrice Lumumba qui parlait de la dangerosité de cette balkanisation sont aujourd'hui abattus. Donc nous avons choisi le chemin du Congo. Le chemin du Congo, c'est pourquoi j'interpelle la communauté mondiale, j'interpelle le peuple africain de partout. Il faut barrer la route à Paul Kagame, parce qu'il fera de ces pays-là
de cette partie, le Rwanda, deviendra cosmopolite avec des réfugiés venus de partout, les réfugiés n'auront rien à cirer parce que eux, on leur donnera des terres, on leur donnera des mécanismes parce qu'ils y rentreront jusque là-bas. Si les Rwandais eux-mêmes n'arrivent pas à avoir l'espace vital chez eux, ils sont obligés d'aller acheter des terres arables au Congo-Brazzaville, d'aller massacrer, piller, voler, tuer des propriétaires terriens pour prendre des terres en République démocratique du Congo. À combien la plus forte raison, si on part chercher des réfugiés, il y aura l'espace vital. Comme vous le savez, les Occidentaux, quand ils arrivent sur quelque part, regardez en Afrique du Sud et en Zambie, un seul individu peut avoir des milliers d'hectares de terres, créant des parcs, créant de fermes, créant de ceci. Eux seuls, comme dans leur habitude financière, un seul gagne la portion, gagne l'argent qui peut revenir à 2 millions de personnes. On voit comment ils sont payés dans le système capitaliste. Une seule personne a le revenu de 2 millions de personnes, de 100 000 personnes. Et c'est pareil avec la terre. Une seule personne aura une portion de terre qui peut revenir à 500 000 personnes ou à 500 personnes. Voilà ce qu'ils vont faire. Jusqu'aujourd'hui, l'Afrique du Sud, le peuple autochtone se bat pour ses terres. Toutes les populations se battent aujourd'hui pour leurs terres. Mais eux, c'est ce qu'ils feront. Alors c'est pourquoi la signature de ces protocoles d'accord est une stratégie d'abord d'embellissement du visage de Paul Kagame, où l'humanité doit voir en lui un bâtisseur, un citoyen qui va de l'avant, alors que c'est un criminel. C'est un criminel qui a exterminé des dizaines de millions de Congolais, j'allais dire. Le massacre des Tingi-Tingi et des Makobo l'a tapé. Il a pourchassé les Hutus, réfugiés, femmes et enfants, massacrés dans un camp de réfugiés en République démocratique du Congo. Toute la population avoisinante du Congo qui était là, il les a massacrés. Des gens prenaient déjà la fuite pour sortir du lieu, aller plus loin. Il les a massacrés. Il les a massacrés, massacre des Tingi-Tingi et des Makobo là. Il a poursuivi dans les profondeurs du Congo, massacrant des populations Hutus en masse et des populations congolaises. Aujourd'hui, nous sommes dans un triple génocide. D'abord des Tutsis qui étaient contre lui et de tous les Tutsis qui s'élèvent. Vous voyez son directeur, son chef d'état-major, son directeur des renseignements qui est décédé en Afrique du Sud, ses ministres, toutes ces personnes qui vont à l'encontre de ces théories imposées par les nazis Paul Kagame, ils sont tués. Qu'ils soient Tutsis d'abord. Ensuite, il a opéré un génocide de Hutus. Ensuite, des génocides des Congolais. Donc, j'en appelle à cette prise de conscience, enfin que nous puissions barrer la route à Paul Kagame. Le panafricanisme ne va pas se construire avec l'extermination, si vous voulez, la destruction des autres peuples pour faire asseoir la supériorité de notre État. Nous n'accepterons pas ces approches, alors nous appelons tout le monde à s'élever contre Paul Kagame, contre cette vision, contre cette volonté. Ici, en Europe, l'Union européenne, avant qu'un pays puisse accepter justement les autres migrants, on signe des protocoles d'accord mettant tous les pays d'accord. Parce que les conséquences vont aller d'une manière ou d'une autre dans tout le pays. Paul Kagame n'a décidé ni au sein de l'Union africaine, ni avec un autre État, et se décide seul d'aller justement chercher tous ces réfugiés, les amener et amenant tous les problèmes justement aux portes de la République démocratique du Congo. Nous n'accepterons pas cela. Et j'en appelle justement à cette conscience panafricaine, afin que toutes et toutes, nous puissions avoir à l'idée cette façon ô combien injuste et ô combien criminelle que opère justement la soi-disant communauté anglo-saxonne qui est en train d'installer un ordre malsain sur toute la planète. Leur est venu de remettre en cause l'ordre mondial tel qu'il est connu. Leur est venu aujourd'hui de s'élever, de briser l'hégémonie qui n'a plus que durer de la communauté anglo-saxonne, de cette minorité qui veut justement criminaliser et détruire justement l'ensemble des populations. Unité, dignité, courage.